Pour vous. Alors bonjour, bonsoir à tous. Donc on va vous présenter aujourd'hui une conférence de Monsieur Paul Demont. Alors deux mots sur l'association avant de commencer. Donc cette conférence s'inscrit dans notre cycle de conférences sur le sport dans l'Antiquité. A priori, ce sera probablement la dernière ou l'une des dernières. Alors ce cycle de conférences s'inscrit dans le cadre de l'actualité avec les JO de Paris 2024. Et donc on fait un peu varier les thèmes avec, on a vu tout ce qui était sport dans l'Antiquité, alimentation, et maintenant on va voir tout ce qui est médecine et société. Donc je vais laisser la parole à Monsieur Paul Demont, mais un instant tout juste. Alors l'association Sorbonne Antique est une association étudiante culturelle qui vise à promouvoir la culture grecque antique grâce à des événements divers et variés comme des conférences telles que celle-ci, des expositions photos, des visites de musées et des voyages dans différents sites antiques. Donc je vais laisser la parole à Paul Demont pour sa conférence. Merci à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup pour votre invitation à parler devant vous. Et donc je vais vous parler aujourd'hui de sport de compétition, médecine et société dans le monde grec antique. Le monde grec antique, c'est évidemment une gageure de vous en parler en bloc, comme si, depuis le monde d'Homère et la fondation des Jeux Olympiques, datée traditionnellement de 776 avant notre ère, jusqu'à leur interdiction par l'empereur Théodose en 393 de notre ère, donc comme si dans ce gros millénaire, tout était resté identique, ce qui n'est bien sûr pas du tout le cas. Cependant, ce qui complique les choses, c'est que sur les origines et les premiers siècles des Jeux Olympiques, ce sont des témoignages postérieurs, ceux de Pausanias au second siècle de notre ère, de Philostrate au début du IIIe siècle, qui donnent souvent les renseignements les plus précis, et souvent aussi impossibles à vérifier. Heureusement, nous avons aussi la documentation figurée très riche et souvent magnifique, dont une exposition du Louvre vous donnera sous peu un aperçu. L'olympisme, une invention moderne, un héritage antique, qui va d'ici 15 jours. J'en utilise quelques éléments. Et nous avons aussi le témoignage des œuvres archaïques et classiques, de la poésie et la philosophie, en passant par la médecine, que j'utiliserai ce soir avec une attention particulière pour la médecine. Je me concentrerai aujourd'hui sur la partie que je connais le moins mal, à savoir la période classique des 5e et 4e siècles avant notre ère, tout en évoquant aussi les prolongements de l'époque romaine que nous font connaître Pausanias, Philostrate, Galien et d'autres. Commençons peut-être par quelques faits de vocabulaire qui sont éclairants sur la longue durée. Aucun mot grec ne correspond exactement à notre mot sport, ce qui marque d'emblée la grande différence entre eux et nous. Mais le mot athlète, vous le savez, vient du grec. Il existe dès Homère un mot athlos, aethlos, ou athlos par contraction, qui réfère à toutes sortes de luttes, de combats, d'épreuves, y compris lorsque la lutte se passe dans le cadre d'un concours. Au neutre, aethlon ou athlon désigne le prix, la récompense du vainqueur du concours. L'athlète, athlétès, c'est donc non pas celui qui cherche à battre le record du monde de sa discipline, une telle notion est étrangère au monde grec antique, dans lequel d'ailleurs les mesures de longueur et de poids sont loin d'être codifiées comme elles le sont chez nous et varient d'une cité à l'autre, mais c'est le lutteur pour la victoire, l'athlète, celui qui lutte pour le prix de la victoire et la gloire qui lui est associée. La notion de compétition pour la victoire est fondamentale dans les jeux grecs comme dans les combats des guerres réelles. C'est vrai à tel point qu'un autre mot qui désigne les faits des concours, à savoir agone, qui est originellement un dérivé du verbe ago, mener, et qui devrait donc signifier rassemblement, a pris non seulement le sens spécialisé de rassemblement pour les jeux, mais celui de combat, de lutte, même de procès, pour référer donc à un combat ou à une lutte qui peuvent être angoissants et décider de la vie ou de la mort, ce que finit par signifier le dérivé agonia, d'où est issue notre agonie. Voilà un horizon social déjà déterminé, celui d'une compétition qui va bien au-delà du sport,
le rude combat pour la victoire, à la guerre, au tribunal, comme à la palestre ou au gymnase, ces deux lieux de l'entraînement sportif pour les garçons et les hommes, les femmes étant presque entièrement exclues des concours. Palestre, justement, palaistra est un dérivé de palaio, lutter, ou du palais, lutte. C'est le lieu où l'on lutte, toujours la lutte. Quant à gymnase, gymnation, c'est un dérivé de gymnazomai, s'entraîner, lui-même dérivé de gymnos, nu, sans vêtements, sans âme, qui réfère à une seconde caractéristique du sport grec, il s'exerce nu ou quasiment nu. La lutte pour la victoire, donc, mais dans un cadre de paix, ce que marque la période de trêve qui accompagne les Jeux olympiques. Une petite parenthèse ici. Il est de bon ton de soutenir que cette recherche de la victoire n'a rien à voir avec nos jeux du stade, ce qui me semble pour le moins excessif. On ne peut pas négliger le fait que ce principe de la compétition pour la victoire a été transformé par divers penseurs du XIXe et du XXe siècle en une sorte d'idéal de civilisation. Une civilisation d'essence aristocratique qu'on a voulu transposer dans le monde moderne et même dont on a fait parfois une caractéristique fondamentale de l'esprit humain. Je cite Ernst Ursus en 1856, « L'ensemble de la vie grecque a été une compétition de forces déchaînées, une compétition entre races et cités, dans la guerre et dans la paix, dans l'art et dans la science, par opposition à la vie de plaisir de l'Orient, à la surestimation de la possession et de l'avoir. Telle est donc, aurait été, la vie à l'occidentale, qu'on opposait alors à la vie à l'orientale. » Burckhardt, Jacob Burckhardt, plus tard, lia non sans une nostalgie que partageait son collègue de Bâle Friedrich Nietzsche, je le cite, « cet esprit de jeu et de compétition entre égaux à la mentalité aristocratique de l'archaïsme grec. La liberté et l'égalité entre les citoyens ayant accès aux mêmes honneurs et aux mêmes privilèges était selon lui la condition sine qua non de cette civilisation agonale dont il salue les idéaux en stigmatisant les dérives du monde commerçant bourgeois dans lequel il vivait. Pour lui, en effet, l'idéal bourgeois de la concurrence et de l'enrichissement détournait l'esprit d'un agone tourné vers la seule excellence. Le terme agone joua ensuite un grand rôle dans la naissance de la sociologie du jeu, avec Johann Huizinga et Roger Caillois, ce dernier nommant agone les jeux de compétition, les combats, où l'égalité des chances est artificiellement créée pour les antagonistes, pour que les antagonistes s'affrontent dans des conditions idéales, susceptibles de donner une valeur précise et incontestable au triomphe du vainqueur. Le mot grec permettait alors de saisir non pas un trait d'une civilisation donnée, fût-ce la civilisation occidentale, mais un aspect essentiel de l'homo ludens, c'est le titre du livre de Huizinga, une donnée fondamentale de l'humanité en général. Et c'est au même moment que se développaient les Jeux olympiques, avec une ambition universelle comparable, pour créer, je cite Pierre de Coubertin, une aristocratie, une élite, mais une élite qui soit une chevalerie. C'est en 1935, il était encore donc très élitiste, même s'il se revendique aussi de l'esprit démocratique. L'exaltation de l'agonal a conduit aussi, dans une perspective tout aussi universalisante, aux pires légitimations de la guerre comme compétition agonale. Cette notion a même influé sur les théories éducatives, par exemple par le biais d'un ouvrage fameux sur l'éducation dans la Grèce antique de Werner Jaeger, Paideia, qui fut suivi sur ce point en France d'une façon assez paradoxale par Henri-Irénée Marou dans un ouvrage non moins fameux sur l'histoire de l'éducation dans l'Antiquité. L'idéal de l'agone aurait donc fondé une certaine tradition éducative dans laquelle les maîtres enseignent à leurs disciples, selon l'enseignement du vieux Pélée à son fils Achille, que rappelle le vieux Nestor dans l'Iliade, à être toujours le meilleur et à dépasser tous les autres. Ce vers est devenu une sorte de leitmotiv de cette civilisation agonale
tout comme l'anecdote fameuse opposant les Grecs soucieux avant tout de l'arité et les Perses ne pensant que la richesse, que rapporte Hérodote, selon laquelle, il y a 2400 ans, en 480, le fils du Perse Artaban s'exclame en apprenant comment se déroulaient les compétitions athlétiques des Grecs à Olympie et quelle était leur récompense, à savoir seulement en principe une couronne de laurier. « Hola Mardonios, contre quels hommes nous envoies-tu combattre qui n'entrent pas en compétition pour l'argent, mais pour l'excellence ?» Arrêtez. Fin de la parenthèse. Revenons au concours de la Grèce classique et prenons maintenant un exemple bien concret de victoire athlétique empruntée à Pindare, dont les odes, comme celle de Bakélide, ont justement pour fonction de célébrer les vainqueurs dans les 4 grands concours panhelléniques. Ces 4 concours sont loin d'être les seuls, mais ce sont les plus connus. Il s'agit des Jeux olympiques à Olympie, 14 odes de Pindare y sont consacrées, 6 pour les courses hippiques, le plus souvent des courses de chars appartenant à de très grands personnages, souvent siciliens, une pour le pugilat des garçons, une pour le pugilat adulte, une pour la lutte des garçons, une pour la lutte adulte, une pour le dolique, une sorte de course de demi-fond. Ce sont les Jeux pithiques à Delphes, 12 odes, 7 pour les courses hippiques, une pour la lutte des garçons, une pour la course plétique, une pour la double course des garçons, 2 pour le stade des garçons, une pour le concours des holettes, mais pas que des luttes physiques, comme vous voyez. Ce sont aussi les Jeux néméens à Némée, dans le Péloponnèse, avec les Néméennes, les 11 Néméennes, dont 2 pour des courses hippiques, 2 pour le pancrace, 2 pour la lutte des garçons, une pour le pancrace des garçons, une pour le pamphlet des garçons, une pour la lutte, et même une qui n'est extérieure pour un prytane. Et enfin, les Jeux isthmiques, il y a 9 isthmiques, 9 odes isthmiques, 3 pour la course de char, 5 pour le pancrace, et une un peu différente. Dans le cas de la course de char, au moins, qui est si fréquent chez Pindare, on voit bien les limites de l'anecdote d'Hérodote que j'ai rappelée. La victoire offrait bien plus qu'une couronne d'olivier. C'était une manifestation éclatante de la richesse et du pouvoir du propriétaire des chevaux. L'hypotrophia, le fait de nourrir des chevaux, l'hypotrophia de luxe n'était d'ailleurs pas toujours bien vue. Ce propriétaire avait les moyens de s'offrir les services du poète. Mon exemple à moi est plus ordinaire, si l'on peut dire, et montre que, comme on le voit déjà dans l'énumération qui précède, dans les autres épreuves aussi, aux couronnes d'olivier s'ajoutaient d'autres récompenses. Pindare offre ainsi, moyennant salaire, sa 8e pithique à Aristoménès, de la famille des Midilides à Égine, un garçon vainqueur en 446 au jeu de Delphes à la lutte, après avoir gagné à Égine un mégare, un marathon et ailleurs. Comme 2 de ses oncles avaient triomphé aussi avant lui, mais à Olympie. L'ode, avec d'autres récompenses prestigieuses comme des vases peints, des statues, des inscriptions honorifiques, ou encore, dans le cas d'Athènes, l'accès offert aux Prytanée, vient donc en plus de la couronne d'olivier. Et tout cela apporte à la fois la gloire à la cité d'Égine, à qui le poète s'adresse à la fin, à la famille, plus ou moins plusieurs fois mentionnée ici, et aux vainqueurs. Inversement, cette gloire a un prix qu'il faut payer, le salaire du poète et les frais de la représentation chorale de l'ode, comme ont un prix, le cas échéant, les statues et les vases en son honneur. La lutte était, avec la course, l'un des concours les plus populaires, mais il ne concernait pas, évidemment, le même type d'athlètes. Les coureurs étaient plutôt maigres des jambes, pas trop musclés, avec de fortes épaules, nous dit Philostrate à l'époque romaine. Pourquoi des fortes épaules? Parce que les mouvements des bras, dit-il, sont importants pour la vitesse. Les lutteurs étaient, eux, plutôt massifs, avec des bras bien marqués,
avec des veines profondes, susceptibles de faire venir le sang en abondance, une forte poitrine, des cuisses solides. Certains champions de lutte faisaient tellement peur à leurs adversaires qu'ils triomphaient sans même combattre. On les appelait les vainqueurs aconiti, sans poussière. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas besoin de se couvrir le corps d'huile pour échauffer les muscles, puis de sable poussiéreux pour permettre les prises avant le combat. Personne ne voulait combattre contre eux. Il n'y avait même pas de combat. Le premier à triompher aconiti, sans poussière, fut, selon Pausanias, un certain Dromos de Mantinée, mais ce ne fut pas le cas du jeune Aristoménès qui, pour vaincre, a dû, dit Pindare, terrasser 4 concurrents. Les poètes, pour accroître la victoire, relient l'exploit du stade au passé mythique et aux héros de ce passé, dont ils rappellent les exploits. Homère fut l'un des premiers à décrire ces combats athlétiques du passé. En ce qui concerne la lutte, le combat d'Aias, Ajax et de Lys dans l'Iliade de Chant 23. Ils s'avancèrent tous deux ceinturés au milieu de l'arène, s'empoignèrent à bras le corps de leurs paumes robustes, comme les pièces croisées qu'un glorieux charpentier met ensemble sur la haute maison pour parer aux violentes rafales. Ainsi les dos criaient sous la force des paumes farouches, tiraillées rudement. La sueur coulait, ruisselante. Les vases ou la statuaire représentent aussi tantôt ces combats mythiques ou héroïques. Par exemple, vous avez sous les yeux Héraclès et Anté. Tantôt les combats réels, qui se trouvaient donc côte à côte dans la vie quotidienne et que rapprochent les poètes. Voilà un timbre gravé pour la Mésolympiade de 1906 par Eugène Michon sur un dessin d'Émile Gillieron qui sera exposé au Louvre bientôt dans l'exposition L'Olympisme, l'invention moderne, un héritage antique. Vous voyez la façon dont les lutteurs Médicis, tirage moderne à partir d'une sculpture romaine d'après un original grec, sont copiés pour les Mésolympiades, entre deux Olympiades de 1906. Les poètes et les céramistes ont aussi une fonction d'enseignement moral et religieux. Les amphores panathénaïques, offertes aux vainqueurs, ont sur l'une des faces une représentation de la déesse Athéna, parce que c'est elle qui a donné la victoire. La victoire dans des jeux qui sont consacrés à la divinité de Delphes, comme c'est le cas d'Aristoménès dans la Pitique, donc la victoire dans des jeux consacrés à Apollon, c'est de la même façon un don d'Apollon, qui, avertit le poète, peut reprendre son don à tout instant. Je cite ici la traduction d'une partie de la fin de la 8e Pitique, la Pitique pour Aristoménès, que j'ai proposée dans mon livre sur la cité grecque archaïque et classique et l'idéal de tranquillité. Le poète rappelle aux jeunes vainqueurs la précarité de la vie humaine des hommes éphémères. Être précaire, qu'est-ce que quelqu'un? Que n'est-il pas? L'homme, le rêve du nombre. Mais quand vient la splendeur dieudonnée, c'est une éclatante lumière sur les hommes, un temps de douceur. Paul Valéry a repris ce texte en exergue de son poème si célèbre, Le cimetière marin. Mais il ne cite que les 2 premiers vers, lui. La précarité humaine devient absolue. Les dieux disparaissent. Sophocle, déjà, reprenait ces vers, mais lui reconnaissait la toute-puissance de la divinité. Notons aussi, plus concrètement, que ce jeune Aristoménès qu'avertit Pindare et qui a déjà remporté la victoire dans 5 concours au moins, appartenait manifestement à une famille où on pratiquait assidûment l'entraînement à la lutte. On allait de compétition en compétition un peu partout en Grèce. Ce n'étaient pas encore des professionnels, certes,
mais tout de même des spécialistes, ne reculant pas devant des voyages loin de leur origine natale, ni devant de longs entraînements dans leur île d'abord, et ensuite organisés par les arbitres des jeux sur place avant les concours. On est déjà donc, vers le milieu du 5e siècle avant notre ère, en marche vers une spécialisation qui aboutit finalement au professionnalisme. Cette évolution vers le professionnalisme et d'autres évolutions plus générales de la société conduisirent à un progressif discrédit, en particulier dans les milieux intellectuels, de l'excès d'entraînement athlétique. En témoigne de la façon la plus éclatante un fragment conservé d'un drame satirique qu'Euripide avait consacré au grand-père d'Ulysse, Autolycos, réputé à la fois pour avoir enseigné la lutte à Héraclès, la lutte, donc la discipline pratiquée par Aristoménès, et comme une sorte de patron des voleurs, ce qui en faisait un bon héros de drame satirique, cette pièce comique qui suivait les 3 tragédies proposées par chaque concurrent dans les concours tragiques. Lutteur et voleur, cela facilitait pour Euripide l'introduction de la satire, de l'entraînement athlétique en général, quelle que soit la discipline pratiquée. Si le fragment a été conservé, c'est bien parce qu'il était représentatif de l'opinion de beaucoup de lettrés. Il commence d'une façon qui ne laisse pas d'ambiguïté. De tous les fléaux innombrables qui frappent la Grèce, il n'y en a pas de pire que la race des athlètes. Et ensuite vient la justification de cette condamnation. Les athlètes sont incapables de s'occuper de leur patrimoine. Comment un homme esclave de ses mâchoires et dominé par son ventre pourrait-il accroître la fortune reçue de son père? Un esclave de ses mâchoires et dominé par son ventre, on reviendra là-dessus. Les athlètes sont incapables de supporter la misère de la vieillesse. Ils brillent dans leur jeunesse et sont les idoles de leur cité, mais quand la vieillesse amère les atteint, ils ne sont plus que des loques. Bref, il faut condamner leur inutilité sociale. À quoi bon rassembler du monde pour eux, organiser en leur honneur le plaisir inutile du festin? Ils sont même capables de combattre réellement. Quel est le champion de lutte, de course à pied, de lancer de disque ou des coups dans la mâchoire dont la couronne a rendu service à sa cité? Vont-ils chasser les ennemis de la patrie en tapant de leurs poings sur les boucliers? Ce dernier point, l'utilité de l'athlétisme pour la guerre, fait l'objet de critiques nombreuses des intellectuels. Dans cette discussion de la nature du courage, le Lachès de Platon examine la question de l'épreuve sportive de l'oplomachie, le combat en armes. Et Socrate pense montrer que même cette épreuve, pourtant très ciblée, ne prépare pas vraiment au véritable combat de la guerre. Et on verra sous peu que Platon oppose l'entraînement complexe des pélotribes, finalement nuisibles, à la gymnastique simple et utile que doit pratiquer le jeune futur gardien de sa cité idéale. Quelqu'un qui passe une grande partie de son temps à ridiculiser Euripide et sa rhétorique, le poète comique Aristophane, lui, met en scène le contraste entre la nouvelle éducation rhétorique et l'ancienne éducation athlétique. Et il fait, lui, un grand éloge dans ses nuées de cette ancienne éducation qui seule produit les vrais hommes. C'est resplendissant, épanoui, que tu passeras ta vie dans les gymnases, au lieu de déblatérer sur la place du marché toute griffe dehors, comme on fait maintenant, ou de te tourmenter pour une vilaine mini-chicanerie engluante et contradictante. Tu reviendras victorieux, couronné de souples roseaux, en descendant à l'académie sous les oliviers sacrés, en compagnie d'un chaste camarade de ton âge. Tu exhaleras le parfum du pot de senteur, de la tranquillité, du peuplier blanc, au moment où il perd ses chatons. Tu jouiras du printemps, quand le platane chuchote avec l'orme. Si tu fais ce que je te dis, et que tu t'y appliques, tu auras toujours la poitrine resplendissante, le teint clair, les épaules larges, la langue courte, la fesse charnue et la verge petite. Mais si tu te conduis comme on le fait maintenant, tu auras le teint pâle, les épaules étroites, la fesse maigre, la verge longue et la proposition de décret à n'en plus finir.
ancienne, nouvelle éducation. Voilà sur cet amphore panathénaïque, à figure noire des années 530, donc un siècle avant Aristophane, attribué au peintre Philétos, du genre de ce qu'on offrait aux vainqueurs, illustre assez bien cet idéal ancien de course entre camarades en pleine forme physique. Poitrine resplendissante, teint clair, épaules larges, langue courte, fesses charnues, verges petites. Il suffit de regarder tel ou tel autre vase, comme cet amphore de Berlin, à figure rouge, un peu plus récente, mais toujours ancienne par rapport à Aristophane, pour voir que c'est bien un idéal de beauté athlétique. Et on voit ici sur cette coupe, c'est la coupe du Louvre que je vous montre, à figure rouge, du peintre Onésimos au tournant du 5e siècle, où un athlète se lave de l'huile et de la poussière, un idéal de beauté tout court. Vous voyez l'inscription sur l'endroit qui recueille l'eau, Kalos. Il est beau. C'est une inscription amoureuse, c'est offert à celui qu'on aime. Mais c'est bien l'idéal de beauté qu'on trouve ensuite chez Aristophane. Mais revenons à la critique de cette éducation athlétique. Elle tient en partie au fait que l'entraînement devient de plus en plus raffiné et professionnel, grâce notamment aux efforts rivaux des maîtres des gymnases, des pédotrides et les médecins. On réunit sous le nom d'Hippocrate et de médecine hippocratique un ensemble de plusieurs dizaines de traités médicaux d'orientation très divergente, dont vous pouvez lire une présentation magistrale dans l'Hippocrate de Jacques Joannin. Parmi ces traités, certains exaltent ce qu'ils considéraient comme une découverte majeure, à savoir l'invention d'un régime propre à assurer la santé, ce que les Grecs appelaient diaïta, d'où notre diète, c'est-à-dire un régime équilibré entre les trois aspects de tout régime. Et ça va bien au-delà de ce qu'on appelle la diète maintenant. Ces trois aspects, ce sont les exercices, l'alimentation et l'activité sexuelle. Par rapport à l'ancienne médecine, qui consistait seulement à se nourrir d'une manière humaine et non pas sauvage, c'était, disent les médecins, une nouvelle médecine, célébrée dans le traité de l'ancienne médecine. Un tel équilibre est décrit comme étant extrêmement complexe et fragile pour tout un chacun. Un médecin hippocratique écrit tout un traité sur le régime qu'il faut suivre, en 4 livres. Cet équilibre dans le corps est nécessaire, dit le médecin, pour trouver aussi l'équilibre dans l'âme. Pour Platon, ce sera l'inverse, l'équilibre dans l'âme est prioritaire. Pour le médecin du régime, la difficulté consiste à assurer un bon mélange de l'eau et du feu dans le corps. Pour d'autres médecins, l'équilibre sera entre les différentes humeurs du corps, flegme, bile, sang. Voici par exemple certains des conseils initiaux du médecin du régime pour trouver la bonne mesure, à la fois par l'entraînement athlétique, gymnasiestai, par les massages et les différentes frictions effectuées par un spécialiste avant et après l'exercice, avec onction d'huile, par le régime alimentaire et par le régime sexuel. Quand un corps a trop d'humide, il faut faire des courses rapides pour que le corps se vide de l'humide. Il ne convient pas de faire de la lutte, des frictions et des exercices de ce genre, de peur que les pores se creusant davantage, on se remplisse de l'excès, auquel cas il est fatal que le mouvement de l'âme s'alourdisse.
maintenant pour le régime alimentaire, il convient de recourir au vomissement pour purger le corps si l'exercice ne le faut pas suffisamment. Et enfin, les rapports sexuels seront plus fréquents lors des afflux de l'eau, moins fréquents lors des afflux de feu. Ça, c'est ce qu'il dit dans son livre 1. Mais plus loin, dans son livre, il précise beaucoup plus en détail, par exemple, les types de courses, habillés ou non, qui sont néfastes ou utiles en fonction de la saison, de la nature individuelle de chacun, les mouvements néfastes ou utiles des bras, les types de lutte ordinaires, au sol, à la main, au ballon, ainsi que les différents usages de l'huile et de la poussière. Quand on veut refroidir et dessécher, les conseils peuvent être infiniment précis et même quantifiés. Le médecin dit qu'il faudra supprimer la moitié des exercices et le tiers des aliments, prendre du pain d'orge pétri d'avance, de farine grossière, prendre du poisson sec bouilli, ni gras ni salé. La viande de ramier et de pigeon sera bouillie, celle de perdrix et de poule rôtie sans condiment. Pour les exercices des courses simples, rapides, pas beaucoup de friction, pas de lutte. De telles prescriptions pouvaient être mal reçues par les entraîneurs. Près de 6 siècles plus tard, Philostrate, dans son traité sur la gymnastique, accuse la médecine d'avoir amolli, endormi et efféminé les athlètes par un régime alimentaire complexe et inadapté. Et il est tout à fait contre le poisson, par exemple, en particulier, lui. Les lecteurs du traité du régime pouvaient être n'importe qui, pas seulement les athlètes, ou du moins, précise l'auteur, n'importe qui a les moyens de suivre un régime de ce genre. C'est donc quelqu'un qui dispose à la fois de loisirs et d'argent, qui peut se faire lire le livre ou le lire lui-même. Mais les athlètes des concours, les sportifs de haut niveau, sont, eux, de plus en plus astreints à un régime particulier, spécifique, encore plus strict, lui aussi conçu comme une sorte de découverte extraordinaire. Selon Pausanias, dans son livre 6, consacré à l'Élide, le premier à avoir utilisé un régime nouveau pour les athlètes fut Dromeus de Stymphale, un coureur de demi-fond, vainqueur 1 fois à Olympie, 2 fois à Delphes, 3 fois à l'Isthme et 5 fois à Némée. Donc lui aussi un spécialiste. On dit Pausanias, que ce fut lui qui imagina le premier de se nourrir de viande. Jusque-là, du fromage frais avait été la nourriture des athlètes. Donc vient en sus la nourriture carnée. Et on comprend maintenant ce que Euripide voulait dire quand il condamnait les athlètes esclaves de leur ventre. Car la nourriture carnée, on en faisait manger en abondance. Un autre traité, le traité sur la nature de l'homme, donne quelques indications à cet égard. Et comment il évoque à la fin de ce traité, après avoir parlé du régime en général, les 2 activités athlétiques principales, la lutte et la course. Ceux qui s'entraînent doivent courir et lutter en hiver. En été, lutter, mais peu, et supprimer la course. Toujours le problème du chaud et du froid. Ceux qui ont des courbatures à la suite de la course doivent passer la lutte. Ceux qui en ont à la suite de la lutte, passer à la course. C'est logique. C'est la meilleure méthode pour que la partie du corps qui est courbatue puisse se réchauffer et se reposer sans qu'il y ait interruption de l'entraînement. C'est les conseils généraux. Puis, le médecin commente des cas de diarrhée après un entraînement. Dans ce cas, dit-il, il faut réduire les exercices d'au moins 1/3 et les aliments de moitié, et ne faire qu'un seul repas par jour. Parce qu'il est clair que le sportif en question ne parvient pas à digérer tout ce qu'il ingère, à le cuire, pour la pensée grecque. Cet effort de quantification rejoint de façon remarquable les prescriptions du régime. Et il ajoute alors une remarque plus générale, fort intéressante, qui, comme le note Galien dans son commentaire, concerne directement les spécialistes des gymnases et les sportifs lourds de haut niveau. Cette sorte de diarrhée atteint surtout les individus à chair dense, soumis au régime forcé de la viande, car leurs vaisseaux, étant resserrés, n'admettent pas les aliments ingérés. Ce type de nature est instable et tend vers les extrêmes,
et le plein épanouissement de la santé dure peu chez de tels tempéraments corporels. On pouvait donc forcer à manger de la viande, autant έναν καθετάει ο άνθρωπος κρεεφαγεήν, forcer à manger de la viande. Certains athlètes pratiquaient une sorte de gavage, par absorption de grandes quantités de viande, en particulier du porc, pour densifier la chair. Et, notaient les médecins, ce n'était pas sans risque. Et est-ce que c'est à ce genre de gavage que les médecins d'un autre traité hippocratique, le traité de l'ancienne médecine, pensaient quand ils célébraient les découvertes des médecins de son temps, en s'appuyant justement sur le régime des athlètes. Ce qui est sûr, c'est qu'encore de nos jours, ceux qui s'occupent des exercices et de l'entraînement des athlètes ajoutent sans cesse quelques découvertes en appliquant la même méthode dans leurs recherches pour déterminer quels sont les aliments et les boissons dont l'athlète triomphera au mieux, digérera le mieux, et grâce auxquels il sera au summum de sa force. Donc, mener un athlète par un régime contraint à base de viande au summum de sa force, mais il faut qu'il digère ce qu'il mange et qu'il boit, qu'il triomphe de la nourriture et de la boisson. Un tel régime fait courir des risques à la santé de l'athlète. Au lieu d'un régime équilibré, on accroît excessivement sa musculature. Le risque est souligné dans un des premiers aphorismes hippocratiques. Les aphorismes, c'est un traité extrêmement célèbre qui a servi en quelque sorte de résumé de la médecine ancienne jusqu'à la fin du Moyen-Âge, sous la forme de propositions brèves, faciles à mémoriser. Là, c'est l'aphorisme 1-3, donc ça intervient dès le début du livre, et ça montre l'importance du sujet. Pour désigner les athlètes, le traité emploie un rare terme en ikos, gymnastikoïsine, qui renvoie à une technique spécialisée. Il le commente avec le même adjectif indiquant le caractère dangereux du régime. Chez ceux qui pratiquent de façon technique les exercices physiques, un état de santé excellent est périlleux s'il atteint un degré extrême, car il ne peut pas rester au même point, ni rester stationnaire. Or, puisqu'il ne peut pas rester stationnaire et qu'il ne peut plus s'améliorer, il ne peut, en conséquence, qu'empirer. La logique est imparable, c'est QFD. Il faut donc faire maigrir, mais pas trop, conclut sagement l'aphorisme. Ainsi, la bonne santé, la bonne disposition, le bon état du corps, un état de santé excellent, ça peut être dangereux. Ce n'est pas toujours la santé, comme le dit Galien à l'époque romaine, donc 6 siècles plus tard, commentant ce texte, en systématisant l'opposition entre le bon état naturel, conforme à la nature de l'individu, et le bon état artificiel, contraire à la nature, des athlètes. Opposition qu'on trouve déjà explicitement dans la collection hippocratique. Un autre traité note concrètement que les corps entraînés à la chair dense succombent plus vite que les autres à la pleurésie et à la péripneumonie. On comprend alors qu'entre les médecins attentifs à l'équilibre, à la mesure, et les entraîneurs, les pélotribes, qui cherchaient la meilleure forme possible pour les athlètes, il y avait à la fois des points communs et une sorte de concurrence pouvant conduire à la rivalité et aux reproches mutuels. Platon cite 2 pédotribes célèbres. Du premier, Icos de Tarente, nous ne savons quasiment rien. Le second est Hérodikos de Sénabrie, une cité grecque de Thrace, où il immigra, lui qui était né à Mégare, et nous savons plus de choses à son sujet. Notez qu'avec ces 2 entraîneurs, on a un d'Italie du Sud et l'autre qui a immigré en Thrace. Donc les entraîneurs voyageaient aussi, comme les athlètes, et même d'un bout à l'autre du monde grec. On devait s'arracher les meilleurs entraîneurs, à prix d'or. Vous allez voir qu'on pourrait imaginer que cet Hérodikos
ait pu rédiger un traité comme le traité du régime, si ce traité du régime ne se livrait pas dans l'un de ses chapitres à une critique féroce des pédoteries, justement. En tout cas, c'était un intellectuel réputé. Platon cite à plusieurs reprises son nom, le mentionne même comme un des... comme un sophiste déguisé en maître de gymnastique, ce qui implique qu'il théorisait son enseignement à la façon des médecins. Il l'évoque aussi en train de réglementer, comme le médecin du régime, les promenades et les courses. Par exemple, il aurait pu proposer un aller-retour Athènes-Mégare sur une promenade d'une trentaine de kilomètres dans le Phèdre. Platon va plus loin dans la République quand il traite de la façon dont les gardiens de la cité idéale doivent être éduqués, au livre 3. Il fait alors de cet Hérodikos l'inventeur de cette médecine des exercices dont nous avons vu quelques aspects, et il stigmatise cette invention. Platon, en fait, n'est ni du côté d'Euripide, ni du côté d'Aristophane. Il estime qu'il faut former avant tout l'âme des meilleurs citoyens, et n'ajouter pour le corps qu'une formation athlétique simple, bien éloignée du régime qu'on impose actuellement aux sportifs de haut niveau, dit-il. La gymnastique des gardiens doit les préparer à la plus grande lutte, c'est-à-dire la guerre. Ils doivent être des athlètes guerriers, et non pas des athlètes au régime complexe et dangereux qu'on leur propose. Et dans son raisonnement, il utilise manifestement des éléments que nous venons de lire chez les médecins hippocratiques. Je cite la République. La disposition de ces professionnels du sport serait-elle correcte pour eux? Peut-être ça veut dire en fait non. Mais cet état favorise en fait l'assoupissement, il est dangereux pour la santé. Ne vois-tu pas le temps qu'ils passent, les athlètes, à dormir, et que ces sportifs, s'ils s'écartent un tout petit peu du régime qui leur a été prescrit, tombent dans des maladies graves et violentes? On retrouve l'adjectif même des aphorismes, sphaléron, dangereux, et ce n'est pas un hasard. Or, selon Platon, c'est à Hérodikos qu'on doit cette passion pour les régimes complexes, pas seulement ceux qui sont imposés aux athlètes, la médecine de maintenant, qui accompagne les maladies comme l'esclave qui accompagne les petits-enfants. Les Asclépiades ne l'ont pas utilisé avant l'époque d'Hérodikos. Hérodikos était pélotribe et tomba malade. Il combina alors gymnastique et médecine, qui commença par l'animer lui le premier, et fortement, avant d'animer beaucoup d'autres. Mais comment? En rendant sa mort plus longue. Selon Platon, la médecine de maintenant, la médecine par le régime, n'est qu'une façon de retarder l'échéance, d'arriver à la vieillesse en ayant du mal à mourir en raison de son savoir. Les héros de la guerre de Troie, eux, mouraient d'un seul coup, en braves. Ils ne passaient pas leur temps à se soigner, comme maintenant on le fait. Les athlètes, les patients de la médecine du régime, passent leur vie à moitié morts, dit Platon. Ici, il faut signaler un point très curieux. Dans les traités médicaux qui forment la collection hippocratique, aucun médecin n'est appelé par son nom, ni en tant qu'auteur d'un traité, ni en tant que personne citée. Aucun, sauf un certain Hérodikos, dont la cité n'est pas indiquée. Alors nous connaissons plusieurs Hérodikos. Il y en a un médecin, frère de l'orateur Gorgias, orateur originaire de Léontinoi en Sicile. Mais c'est tout ce qu'on sait de lui. Un autre Hérodikos, connu par un papyrus, est originaire de l'île de Cnive. Galien le connaît. Mais quand il commande le passage de la collection hippocratique citant Hérodikos, il écrit explicitement que Platon, lui aussi, a mentionné cet Hérodikos et a dit qu'il utilisait beaucoup les promenades. Nous faisons donc comme lui et nous considérons qu'il s'agit de la même personne. Hérodikos de Mégare, pélotribe ou médecin, ou pélotribe et médecin. Alors voici le passage hippocratique qui le mentionne. Hérodikos tuait les patients fiévreux avec beaucoup de promenades et de luttes en les échauffant. C'est mauvais.
La fièvre est opposée aux luttes, aux promenades, aux courses, aux frictions. C'est ajouter un mal à un mal, gonflement des vaisseaux, rougeur, lividité, pâleur, douleur molle dans les flancs. Pour ne pas souffrir de la soif, fermer la bouche, se taire, introduire de l'air froid avec la boisson. Galien rattache la seconde remarque sur la soif à ce qui précède, et il note que cette seconde remarque a le mérite de clarifier le fait que le régime d'Hérodicos pour les patients fiévreux est erroné et son traitement est mauvais, car on ne doit pas chercher un régime échauffant au point qu'il donne soif. Manifestement, Hérodicos semble avoir été partisan de traiter le mal par le mal, et il avait tort, selon Hippocrate et Galien, de faire ce choix irrationnel. Au risque inhérent au régime forcé des athlètes, s'ajoutaient donc les risques de traitement imposés contrairement à toute mesure, ce critère fondamental. Il y a bien sûr en plus le risque de la défaite et les conséquences des combats à répétition dans le cas des sports de combat. La fragilité des athlètes lourds, les plus forts et les plus solides, en principe, est un leitmotiv de l'art et de la pensée antique. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière par mes diapositives. Vous avez ici deux exemples. À droite, une tête d'athlète gras, lui aussi on voit bien les athlètes boursouflés par le trop d'alimentation, avec l'oreille abîmée, et à gauche aussi des oreilles abîmées, et on voit bien que c'est un lutteur de pancrace parce qu'il a les bras avec des gants et une protection des bras. Donc, à côté de la représentation de la victoire, il y avait quelquefois la représentation de la défaite. Et la fragilité des athlètes, en voici l'exemple peut-être le plus beau. La statue en bronze, on date de l'époque hellénistique, qui pourrait remonter au sculpteur Lysippe, et qu'on appelle le pugiliste des Thermes, parce qu'on l'a retrouvé près des Thermes de Constantin à Rome. C'est un boxeur ganté, avec des brassards de maintien, vous le voyez, avec aussi le pénis replié par une bandelette, là, on ne peut pas le voir sur la photo, qu'on appelait un cunodesmos, une lanière, une sangle de chien notamment. Ce boxeur puissant et solide est en bien mauvais état. Il est couvert de cicatrices, de plaies, le nez tuméfié, les oreilles abîmées, il y a du cuivre rouge qui souligne tout cela. Et il y a un contraste que le sculpteur a bien rendu entre tout ce qui est abîmé chez lui et sa belle chevelure et sa barbe magnifique. On pourrait presque commenter cette statue avec ces mots par lesquels, au tournant du second siècle de notre ère, Épictète rabroue un jeune homme qui ambitionne la victoire aux Jeux Olympiques sans penser à tout ce que ça implique. Je veux être vainqueur d'une épreuve olympique. Ben, réfléchis aux implications et aux suites. Si tu trouves ton intérêt, mets-toi au travail. Et tu dois te plier à une discipline. Manger de force, renoncer aux pâtisseries, t'entraîner sous la contrainte, à l'heure prescrite, dans la chaleur, dans le froid. Tu ne devras boire ni eau froide ni vin quand tu en auras envie. Bref, il faudra te livrer à ton maître comme à un médecin, pédocrine médecin, et ensuite te lancer dans le concours, te démettre le bras, te tordre la cheville, avaler toute la poussière des prises, être fouetté parfois, et après tout cela, être vaincu. Tous ces éléments s'ajoutent pour conduire à une sorte de lieu commun de la critique de la compétition athlétique qu'on retrouve ici chez un stoïcien, Épictète,
mais qu'on retrouvait aussi chez les cyniques, et que le médecin galien, au second siècle de notre ère, pousse à un degré extrême. Je ne citerai ici que son Protreptique, un traité dans lequel il engage les jeunes gens à devenir médecins, de préférence à tout autre choix de vie, et notamment de préférence au choix de vie athlétique, qui pourrait les attirer parce que ça promet la force physique, la gloire et les honneurs. Et Galien cite justement le texte d'Euripide que je vous ai lu tout à l'heure. Il cite abondamment tous les textes d'Hippocrate à l'appui de ses condamnations. Donc on est au IIe siècle de notre ère, et Euripide, Hippocrate sont toujours valables. Mais il va encore plus loin qu'eux. L'athlétisme poussé à l'extrême, dit-il, est une activité animale, pas humaine, parce qu'elle se préoccupe du corps et pas de l'âme, parce qu'elle ignore la modération, parce qu'elle pratique trop l'entraînement et le gavage de nourriture. Cela conduit l'athlète à un état qui, je le cite, poussé au plus haut point est dangereux, sphaléros toujours, et sujet à se renverser vite. Mais Galien reprend exactement le raisonnement hippocratique que je vous ai lu. Puisqu'il a atteint le point le plus élevé, son état ne s'accroît plus, et de fait qu'il ne peut ni demeurer au même point ni rester stationnaire, il ne le reste plus qu'à s'acheminer vers le pire. Et il ajoute alors, comme Épictète, le tableau de l'athlète abîmé par son métier, les yeux enfoncés et suintants, les dents branlantes, les articulations distendues et fragilisées. Et il conclut avec une sorte de jeu de mots tout à fait remarquable. Athlètes n'est plus formé sur Athlon, ni sur Atlos, mais sur Athlios, qui signifie misérable. Les athlètes, dit-il, ont reçu un nom bien en accord avec leur race, que les athlètes aient tiré leur nom du mot Athlios, ou que les misérables aient tiré le leur du mot Athlétes, ou bien encore que le nom des uns et des autres vienne d'une origine commune, comme d'une seule source, c'est-à-dire de leur condition misérable. Donc, condition misérable, ça donne les misérables et les athlètes. Tout ce que le jeune athlète croit gagner est vain, dit Galien. La beauté, mais il suffit de voir les visages difformes des boxeurs, les membres brisés, les yeux crevés. La force, mais les animaux sont bien plus forts que les hommes. Le plaisir, mais l'entraînement le leur interdit. La richesse, mais ils sont criblés de dettes. Il n'est pas étonnant, et je terminerai par là, que le monde chrétien ait repris ses condamnations avec les mêmes arguments, mais dans la nouvelle perspective du salut éternel. On les lit d'une façon particulièrement explicite chez Clément d'Alexandrie, une cinquantaine d'années après Galien, dans son Pédagogue, quand il invite à la sobriété alimentaire. Pour les animaux, écrit-il, la vie n'est rien d'autre qu'un estomac. Pour les hommes, la nourriture n'est ni une occupation, ni un plaisir, mais seulement une aide dans notre séjour d'ici-bas pour préparer à la vie éternelle incorruptible. Donc, que la nourriture soit simple et sans recherche, servante à la vie, mais non à la sensualité. Or, celle-là, la vie, est constituée de deux éléments, la santé et la vigueur, ce qui correspond surtout à une nourriture facile à prendre, propice à la digestion et à la légèreté du corps, et c'est ce qui produit la croissance, la santé, une vigueur équilibrée, et non pas cette vigueur désordonnée, dangereuse et sujette à bien des misères que les athlètes doivent à une nourriture forcée. On retrouve exactement les mots employés successivement par Hippocrate, Platon, Épictète, Galien
vigueur dangereuse, nourriture forcée. Oui, je ne peux même pas vous laisser sur cette image catastrophique de la vie athlétique et vous reproposer ce qu'il y avait sur l'affiche vous invitant à cette conférence, à savoir les soins du corps, de beaux, magnifiques effets, comme après l'effort, on nettoie avec un strigile la poussière, on retire la poussière, on lave l'huile, on se nettoie. Il faut imaginer Socrate dans un coin, c'est dans le Charmide, Socrate dans un coin en train de comparer en disant oh, regardez là-bas, c'est le plus beau Charmide. Je vous remercie. Si on va passer un peu au temps des questions, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On a quand même un temps assez limité, donc, mais allez-y quand même. Oui, aujourd'hui, vous avez parlé de la médecine au sens de régime imposé aux athlètes. Et est-ce que aussi on a des traces de médecine pour réparer le corps une fois que, par exemple, il y a eu des blessures, comme par exemple pour l'exemple du pugiliste que vous avez montré, sans de crème, de gants, des choses comme ça? Alors, on a des traités qu'on appelle les traités chirurgicaux, mais ils ne spécifient pas s'il s'agit d'athlètes ou pas. C'est pour ça que je ne les ai pas utilisés. Ils examinent toutes les fractures possibles, par exemple, et la façon dont on peut te soigner, comment on soigne les luxations, comment on soigne les fractures. Il y a un traité qui s'appelle « Sur les fractures », qui a été édité récemment par Jacques Joanna dans la collection Budé. Et là, vous trouverez tous les renseignements sur la façon. C'est un des points de la médecine hippocratique qui est le plus proche de nous, parce que c'était un aspect du corps humain qui était facilement accessible pour eux. Ils connaissaient très bien les os, les différentes os, ils pratiquaient la réduction des luxations, ce genre de choses, parce qu'il n'y a pas besoin d'explorer le corps à l'intérieur. L'exploration du corps à l'intérieur, ça, les médecines hippocratiques ne connaissent pas du tout. En revanche, ce qui concerne les os, les muscles, ne faisait pas de distinction entre les muscles et les tendons, alors ça posait quelques problèmes. Voilà. Mais il savait réduire une fracture. Et merci pour cette conférence. J'avais une question, je vais aborder la question des diarrhées qui peuvent être interprétées comme dues à une alimentation excessive, ou mal digérée en tout cas. Est-ce qu'on a des données sur la déshydratation, puisque la diarrhée est en symptomicité de la déshydratation de l'activité sportive qui peut être excessive? Est-ce qu'on a des traces, une connaissance du manque d'eau dans le corps due à l'activité sportive? Alors, c'est une question très intéressante. En fait, on a des traces de ça. En fait, quand je vous ai signalé le problème du traité du régime, où il faut trouver un équilibre entre le feu et l'eau, il y a la question de la déshydratation en arrière-plan. Quand il y a trop de feu, il n'y a plus d'eau. Donc, et les médecins étaient parfaitement conscients qu'en été en particulier, en Grèce, quand on est nu en plein soleil, on se déshydrate très vite. Simplement, est-ce que c'était interprété comme déshydratation? Enfin oui, en ce sens, il manque d'eau. Manque d'eau. Mais les conséquences que nous analysons, nous, comme les conséquences de déshydratation, n'étaient pas vraiment analysées. On ne savait pas quelles étaient les conséquences dramatiques de déshydratation. Et on le voit bien quand on regarde, là on s'écarte de l'athlétisme, mais quand on regarde la question du jeûne que j'ai étudié, pour eux, le jeûne, c'est un jeûne
alimentaire, ce n'est pas un jeûne hydrique. Hein. Il n'envisage pas qu'on puisse se passer de liquide. Hein. Il y a toujours un peu de liquide. Hein. Donc, ils ne décrivent jamais les conséquences d'une déshydratation totale. Parce que quand on ne prend pas d'eau pendant 4 jours, ben, on approche de la mort. Hein. Mais ça, ils n'en avaient pas conscience. Donc, je pense qu'ils n'ont jamais vraiment observé ça. Moi, j'ai une question concernant, vous avez parlé de l'équilibre entre l'alimentation, l'exercice, la sexualité. Donc, là, on a parlé que d'hommes. Est-ce qu'il y avait aussi dans ces corpus-là, est-ce qu'on parlait de cet équilibre-là chez les femmes? Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que cet équilibre est approché de la même manière chez les hommes que chez les femmes? Alors, c'est une question aussi très intéressante. Alors, il y avait quelques concours athlétiques ouverts aux femmes. À Sparte, il y avait à Olympie un concours, mais uniquement dans le sanctuaire d'Héra, et c'était uniquement les jeunes filles. Et les femmes mariées, par exemple, n'avaient pas le droit d'assister aux Jeux Olympiques. C'était trop dangereux pour leur mari. Il y a un plaidoyer de l'orateur Lysias qui explique que, où le plaideur explique que sa femme a été corrompue en assistant à un enterrement. Alors si en plus il assistait aux Jeux Olympiques, ça pouvait mener loin. Donc les femmes ne sont pas beaucoup décrites dans tout ce qui concerne les athlètes. Alors sur l'équilibre du corps féminin par rapport à l'équilibre du corps masculin, là, en revanche, vous avez des analyses dans les traités médicaux. Il y a des analyses parce que il y a toute une série de traités, dits traités gynécologiques, qui se préoccupent uniquement de la santé des femmes, par opposition aux traités généraux qui se préoccupent aussi bien de la santé des hommes que des femmes, en mentionnant parfois la différence entre hommes et femmes. Mais le point essentiel, du point de vue des médecins, c'était bien avant le mouvement actuel, c'était que la femme devait être capable d'enfanter. Et donc, il s'occupait principalement de la médecine des femmes pour vérifier et pour s'assurer que la femme puisse avoir des enfants. Et c'est vraisemblablement d'ailleurs pour ça que les maris consultaient les médecins pour leurs femmes. Donc l'essentiel, le point de vue essentiel, c'est l'aptitude à avoir des enfants. À côté de ça, il y a toute une théorie des fluides féminins, en particulier le sang, qui les distingue des hommes. Et là, vous avez des remarques sur les différences de physiologie entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'il y a d'autres formes de jeûne que le jeûne alimentaire? Vous avez cité le jeûne hydrique, moi je pensais par exemple au jeûne sexuel. Est-ce qu'on recommande de ne pas avoir d'activité sexuelle avant les concours par exemple? Oui, il y a toute une série de recommandations sur l'activité sexuelle des athlètes. Oui. Et des conseils, vous trouverez ça par exemple dans le traité de Philostrate sur la gymnastique, le traité de Hippocromène, mais vous avez il y a toute une série de recommandations pour les entraîneurs pour observer si leur athlète a été sage ou pas. Vous verrez, quand il arrive à l'entraînement, s'il a les yeux comme ça, etc., là, attention, il faut le reprendre, parce que ça, il ne va pas être son... Donc, il y a des quantités il y a une surveillance étroite. Surveillance qui pouvait être même quelquefois physique. Il y a dans... il faut que je le retrouve. C'est Galien qui dit ça, donc 2e siècle. J'ai observé un des maîtres de gymnastique chargé de surveiller les athlètes qui plaçait une lame de plomb sous les reins de l'athlète
pour empêcher que ce dernier n'ait des pertes séminales nocturnes. Et Galien s'élève aussi contre les effets catastrophiques de l'abstinence sexuelle imposée aux athlètes. Le résultat, dit Galien, c'est que le sexe de l'athlète est ridé, flasque et grêle. Sans compter les conséquences épouvantables des spasmes et les délires qui peuvent saisir les pauvres athlètes. Donc c'est une question qui est importante. Bonsoir. Est-ce que vous citez Galien qui est plutôt roman? Est-ce que du coup tout ce que vous nous expliquez, c'est resté jusqu'au temps des romans, qui étaient aussi très fans de sport, de lutte, de course de char, ou est-ce qu'il y a eu à votre connaissance des évolutions par rapport à tout ça, au régime, etc. Alors, il y a eu des évolutions, bien sûr, mais néanmoins, Galien, c'est le deuxième siècle de notre ère, et Galien connaissait très bien les jeux romains, et commentait les jeux romains. Donc, il y a aussi une grande continuité. Une grande continuité. Alors, il faut dire qu'elle est un peu biaisée par le fait que Galien revendique un maître qui est Hippocrate. Et il estime être le nouvel Hippocrate. Et donc, tout ce que dit Hippocrate, c'est parole d'évangile pour lui. Et donc, il cite sans cesse Hippocrate, et ensuite, en le commentant, il ajoute ses propres idées. Donc, c'est un petit mélange entre Hippocrate et la médecine romaine, qui est assez difficile à démêler parfois. Il y avait le même écart entre la culture du corps et la culture de l'âme, la même distorsion du temps des Romains, où finalement il y a une espèce de convergence ou une cohabitation. Il y a une certaine convergence dans les critiques des intellectuels à l'égard des athlètes. Les athlètes sont des gens qui ne s'occupent que de leur corps, qui ne savent pas quel est le véritable plaisir de l'esprit, les athlètes sont des gens un peu méprisables pour les intellectuels. Et ce mépris est repris à l'époque chrétienne, et même transformé, en ce sens que pour les chrétiens, il faut être athlète de la foi. Athlète pour la religion. Il y a un athlétisme de la religion, mais qui n'a plus rien à voir avec l'athlétisme des compétitions sportives. Par rapport à ça, justement, vous avez mentionné que ça fait partie des critiques de la part des penseurs sur le fait que les athlètes ne s'occupent pas suffisamment de l'esprit, mais parallèlement, vous avez aussi dit que Olympos de Célaré, en étant pédocrine, est aussi quelqu'un de lettré et qui est reconnu par Platon. Est-ce qu'on sait s'il y a des figures d'athlètes ayant combiné cette élévation du corps et l'élévation de l'esprit? Alors, des figures d'athlètes à proprement parler, je ne sais pas si je peux vous répondre. Mais en revanche, pour un grand nombre de rois, de hauts personnages, il fallait absolument maintenir à la fois la force physique et la force intellectuelle. Alexandre, pour ne citer que lui, avait des modèles héroïques, de héros physiques. Et en même temps, il y avait une culture intellectuelle considérable. Donc, l'antithèse dressée par les intellectuels ne satisfaisait pas tout le monde. Néanmoins, même quelqu'un comme Xénophon, au IVe siècle de notre ère, Xénophon, pour qui la culture intellectuelle était très importante, et la culture physique très importante aussi, ne prend pas comme modèle les athlètes. L'athlétisme était déjà tellement professionnalisé, tellement qu'il ne pouvait pas être véritablement un modèle.
Bon, bah, si vous n'avez plus de questions, on va s'arrêter là. Donc, alors, merci à tous d'avoir assisté à cette conférence. Donc, alors, parfaite transition sur le fait qu'il utilisait, que M. Paul Demont a utilisé l'exposition sur l'olympisme. Donc, alors, on n'aura probablement plus de conférences sur le thème du sport, mais probablement en mai, on va proposer des visites de l'exposition sur l'olympisme en collaboration avec Alexandre Farnoux, qui a participé justement à la création de l'exposition. Donc, si ce thème vous intéresse, on donne rendez-vous en mai pour quelques visites. Bonne soirée à tous.